Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'émission Regard sur l'avenir sur la chaîne C360. Regard sur l'avenir abordera deux sujets dans ce numéro. Le premier va porter sur le décryptage des différents discours de l'AES à l'ONU. Et enfin, le deuxième sujet sur les aspects diplomatiques du grand oral du chef de l'État le dimanche dernier sur les antennes de la RTB, synchronisé par l'ensemble des médias burkinabés. Avec moi au studio, Gervais Nadambega, consultant et expert en géostratégie, Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83 et enfin, Ramandé comme Tobré du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Vous êtes aussi diplômé en économie. Messieurs, bonjour et bien merci pour ce temps consacré à la chaîne C360. On va aborder rapidement le premier sujet donc concernant cette rencontre au sommet 80, ça c'est célèbre, hein? L'ONU donc à 80 ans. Donc bien sûr un anniversaire célébré par la plus belle des manières avec le déferlement des chefs d'État et des chefs de gouvernement au niveau donc du siège de l'ONU. Premier sujet donc retour sur les discours de l'AES. En tout cas les États de l'AES étaient tous présents. Donc au niveau de l'ONU, chaque État a eu son temps de parole. Monsieur Nadambega, retour à chaud donc sur les différents discours. Bien, avant de revenir plus spécifiquement sur les différents discours, il faut, à tout seigneur, tout honneur, voir d'abord l'ONU elle-même. Comme vous l'avez dit, ça fait 80 ans. Et le thème, c'était quoi? Mieux ensemble pour la paix, le développement et les droits humains. Tout à fait. Et à partir de ce moment, il faut aller comprendre d'abord la paix, puisque ça a été monté depuis 80 ans pour maintenir la paix, après qu'effectivement la Société des Nations ait fait échec. Mais la Société des Nations elle-même avait fait déjà 18 millions de morts. Et on s'est dit, mettons en place effectivement quelque chose qui allait préserver la paix. Et puis après, comme pour signer effectivement que c'était un jeu de dupes qui ne pouvait faire qu'échec, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale avec près de 60 millions de morts. Maintenant, de quelle paix on parlait? Vous savez qu'on définit la paix de deux manières différentes. C'est comme ça qu'ils l'ont défini. La paix négative et la paix positive. Et la paix négative, c'est quoi? C'est tant qu'il n'y a pas effectivement de guerre. Tant qu'il n'y a pas de guerre, on se dit effectivement que c'est la paix et on dit effectivement que les accords que l'on fait peuvent maintenir effectivement ces niveaux. Tout à fait. Et puis, les philosophes à l'époque, ils disent non, cette paix-là, il faut chercher plutôt une paix plus stable. Et c'est la paix plus stable qui est une paix positive, doit être une paix qui prend en compte et met en place un dispositif qui permet d'éviter qu'il y ait effectivement n'importe quelle guerre par la suite. Donc, il faudra qu'elle parle effectivement de développement, il faudra qu'elle parle effectivement des droits humains, il faudra qu'elle parle effectivement de liberté. Tout à fait. Mais on ne peut pas comprendre les discours quand on parle de paix si on ne va pas voir Yalta qui avait fait effectivement deux blocs. Le bloc de l'Ouest et le bloc effectivement de l'Est. Et chacun, surtout le bloc de l'Ouest, travaillait toujours à noyauter le bloc de l'Est pour pouvoir effectivement le diviser et pouvoir trouver le meilleur parti. Donc, toute résolution qui avait été prise était des résolutions même chrysogènes déjà. Et deuxième considération à prendre en compte, il faut se dire que c'était la paix, disons la victoire d'un certain nombre de membres, la Chine, hein, l'Union soviétique, hein, les États-Unis, la Grande-Bretagne, un peu la France. Donc c'était en fait un club. C'était le club des victorieux de la guerre. Et le club des victorieux de la guerre voulait maintenir l'ordre qu'ils avaient établi. Donc la paix se définissait pour eux
non pas par notre développement, le développement de tous ceux qui vont être membres, non pas effectivement, mais c'était effectivement permettre que l'ordre qui avait été établi ne soit pas bousculé. Et puis, en 1960, il y a eu des indépendances. Quand il y a eu les indépendances, il fallait effectivement accepter les nouveaux États indépendants. Oui. Donc, on n'est pas de 51 à près de 160 et quelques déjà. Et quand on passe effectivement ceci, ça devient des figurants. C'est pourquoi le droit de veto est établi pour que l'on ne vienne pas confondre effectivement les participants avec effectivement les propriétaires de la chose. Et si vous allez dans une organisation où il y a des propriétaires, où il y a ceux qui décident et ceux qui participent, ça ne peut pas effectivement construire quelque chose de bon. Ouais. Et, chemin faisant, on arrive en 2025, et en 2025, il y a une lutte effrénée qui remet en cause l'ordre qui a été établi. Et vous avez les BRICS qui apparaissent, tout à fait. Vous avez l'OCS qui s'active, vous avez aussi l'AES oui. qui émerge et qui devient effectivement un petit caillou dans les chaussures des grands. Tout à fait. Parce que vous savez, vous pouvez être un éléphant, si vous avez une petite chaussure, une petite pierre dans votre chaussure, ça devient un grand problème. Donc c'est sous cet angle qu'il faut lire les différents discours. Et au niveau de la structure des différents discours des pays de l'AES, il faut saluer d'abord une première chose, c'est la cohérence, c'est la consistance. Et c'est, j'allais dire, l'unanimité de points de vue sur les points communs qui sont les domaines de compétences que chacun des États a cédé pour la formation de la Confédération. Oui. Et à ce niveau, vous verrez que pour ce qui est de la diplomatie, tout le monde, tout l'ensemble des trois pays, ils ont condamné ce qui est en train de se passer effectivement en Palestine et à Gaza. Ils ont clairement dit qu'il y avait effectivement une hégémonie qu'il fallait effectivement attaquer pour que maintenant nous puissions avoir un monde multipolaire et qu'ils sont tous engagés pour la construction effectivement du monde multipolaire. Il faut se dire qu'ils ont, avec un courage légendaire, nommé les mandataires de ce qu'on appelle les terroristes dans le Sahel. Ils les ont nommés. Et ils ont fait la différence entre les États et les peuples de ces pays. Et si vous prenez le discours du Premier ministre qui représentait le président Ibrahim Traoré, il a été très clair à la fin et il a fait des recommandations, parce que ça n'a pas été juste des critiques. Ça a été aussi l'objet de faire des propositions claires au secrétaire général pour une amélioration éventuelle. Tout à fait. Donc, c'est une participation constructive. C'est une participation de discernement. C'est une participation qui montre la maturité de l'AES et le sens de responsabilité de chacun des pays qui s'est permis de faire effectivement des observations dans le sens de ne pas jeter le bébé et l'eau du bain. Absolument. Quelle peut être l'opportunité d'une telle tribune, la tribune de l'ONU, M. Traoré? Grande question, et la question est pertinente. Une structure comme l'ONU, après 80 ans, a montré ses insuffisances, ses incapacités. L'ONU n'a jamais apporté, ses prétentions sont très loin en deçà de la réalité. 80 ans après, l'ONU n'a pas empêché les guerres, mieux, elle a entretenu, contribué à entretenir des guerres. À quoi sert l'ONU? C'est une tribune à laquelle les États viennent s'exprimer. Et s'attendent à quelle transformation? Nous avons eu le 1 en 3, c'est-à-dire tous les États de l'AES ont parlé d'une même voix, ont porté les mêmes critiques et ont fait des propositions. Mais encore une fois, bon, nous avons parlé, j'ai craint de dire que nous avons parlé pour parler, parce que chaque fois, c'est les mêmes routines.
on va dire tout le bien qu'on sait. Et cette fois-ci encore, vous avez vu le spectacle du président américain. Il a dit tout le mal qu'il savait de l'ONU. Il s'est porté comme vedette victime. Bon, bref, ça nous permet de mettre les points sur les i. Le Premier ministre malien a expliqué ce que c'est que l'AES. Et puis les différentes agressions. Et particulièrement a servi l'État algérien qui pactise avec les terroristes. Bon, le Burkina a également embroché la trompette en disant également que nous attendons de l'ONU des réformes. Absolument. Mais encore une fois, des réformes de l'ONU, les deux sont pipés. Depuis il y a près de 10 ans, depuis le début de la guerre du terrorisme, les 3 États ont nommé qui est le terrorisme chez nous ici. La complicité des groupes terroristes avec l'État français. Oui. L'Ukraine, on veut divertir les gens. Donc, les connexions criminelles entre l'ancien colonisateur avec l'Ukraine, qui dote les terroristes de drones, tout a été dénoncé à la tribune des Nations Unies. Mais encore une fois, il faut tirer les conséquences. Tout ce qu'on dit à l'ONU ne porte pas effet. La grande leçon à tirer, c'est quoi? Prenons soin de nous-mêmes. N'abandonnons pas nos luttes. Continuons de mobiliser les masses populaires autour des intérêts vitaux. Tout à fait. Sinon, le monde est déjà calé. L'ONU sert une structure, comme le camarade Nadamega vient de le dire, c'est au sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens ont créé une structure pour mieux contrôler la planète Terre. Vous avez vu la guerre qui est menée autour de la possession de la bombe atomique. Tout à fait. Et certains États comme Israël font la pluie et le beau temps. Toutes les résolutions des Nations Unies, pas d'effet. Oui. Ils se comportent exactement comme ils veulent. Enfin, il y a certains États, les États-Unis, qui entretiennent des guerres sur la planète Terre. En tout cas, toutes les puissances capitalistes planétaires font la pluie et le beau temps devant l'ONU qui est incapable de décider quoi que ce soit. Oui. Du fait du droit de veto. Un continent entier comme le Burkina et l'Afrique qui n'est pas représenté au Conseil de sécurité. Encore une fois, cette structure de l'ONU-là, depuis plusieurs années, est anachronique. Elle ne répond plus à la situation actuelle. D'où l'avènement de nouvelles structures multipolaires réelles qui tiennent compte des particularités des États et de leurs capacités et avec des possibilités de résolution des questions pratiques qui se posent aux États. Jusqu'à aujourd'hui, après 80 ans d'existence de l'ONU, montrez-moi quelle paix l'ONU est arrivée à engendrer. L'ONU n'a pas produit de résultats probants, sauf qu'elle sert de tribune où chacun va exprimer ses mécontentements, ses états d'âme, et puis après, la suite, on laisse la force agir. Les puissances capitalistes planétaires, le capital financier international, l'impérialisme continue de dicter sa loi. Les banques centrales sont contrôlées par les tenants du capital et les peuples continuent de subir une exploitation éhontée et la colonisation impérialiste continue de plus belle sur la main basse sur les richesses en Afrique. Ils entretiennent les divisions. Vous vous imaginez, depuis près de 60 ans, l'ONU est présente en RDC. Le résultat, c'est quoi? Le M23 continue de plus belle. Sinon, aux dernières initiatives du président Trump, là aussi, c'est par calcul des terres rares. Donc, en fait, l'ONU, il faut la repenser. Tout à fait. Et les États du Sahel, tous les premiers ministres l'ont souligné, il faut adapter l'ONU aux réalités actuelles. Sinon, elle est une structure déjà habile du passé, incapable donc de résoudre les objectifs pour lesquels il a été créé. Il faut
se permettre d'inventer une nouvelle structure à même d'avoir de l'autorité et du commandement. Absolument. Sinon, toutes les décisions des Nations Unies, Israël a combien de résolutions non exécutées, et puis, bon, certains États se comportent comme si l'ONU n'avait jamais existé. Absolument. Voilà. Monsieur Comtobré, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de l'AES, a souhaité la refonte donc de l'ONU dans sa configuration actuelle. C'est une possibilité à laquelle vous croyez? Fondamentalement, ça va être un peu très difficile parce que y a un pays qui est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'a pas sa place. La France, c'est pas sa place. Vous savez, en juin 40, le maréchal Pétain a pris les clés de la France et ils l'ont remis à Hitler. La défaite de la Seconde Guerre de la France est arrivée à un moment donné, il ne peut plus faire la guerre. C'est les Noirs africains. Et je précise, le Moro Naba, à l'époque, a envoyé son fils, plus de 100 000 combattants burkinabés, pour aller aider la France à reprendre les clés que Pétain avait remis à Hitler pour redonner à la France. Résultat, en fin de course, nous n'avons pas le droit de veto. Et celui qui était à terre a pris les clés et il est allé s'asseoir avec les États-Unis et l'Angleterre et il est aujourd'hui membre permanent du Conseil de sécurité. Résultat, c'est quoi? L'ONU ne peut pas travailler. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas rêver. La réforme de l'ONU viendra lorsque les États de l'AES vont demander droit de veto. Et nous, on travaille pour ça. Parce que quand vous regardez la plupart des structures qui se créent de gauche à droite, c'est dû à quoi? C'est l'incapacité de l'ONU. Et l'incapacité de l'ONU a commencé depuis sa naissance. Depuis 1945 que l'ONU est née, c'est très difficile à l'ONU de pouvoir régler les conflits. Parce que la base fondamentale de sa création, c'est qu'elle est là pour préserver ses intérêts. C'est tout. Mais nous étant des peuples victimes qui subissent les influences des grandes puissances, c'est à nous maintenant de travailler pour aller reprendre notre droit. Quand vous regardez la Chine allait chercher son droit de veto avant de venir. Mais en venant, il a demandé que nous, on veut le droit de veto. On les a remis. Mais sur la base de quoi? Du travail puissant que les Mao ont fait, que les Hu Jintao ont fait, que les autres présidents ont fait, pour donner à la Chine sa grandeur et que dès qu'il est arrivé net, on a ouvert la porte, il est rentré. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler. Et c'est ce que nous, on doit faire. Et en le faisant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout faire pour reprendre la théorie de la frustration initiale. Un peuple qui est humilié, abandonné par lui-même, déstructuré, un peuple à qui on dit qu'il n'a pas été civilisé, son histoire est caduque. Ben, ce peuple, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de se concentrer sur lui-même, se battre, travailler, s'organiser, et un beau matin, il pendra aller prendre son droit de veto à l'ONU pour pouvoir influencer sur les décisions de l'ONU. Quand vous regardez la plupart des discours, Trump est venu défendre l'Israël, c'est tout. Mais le représentant israélien était assis, il applaudissait. Mais est-ce que ce que l'Israël fait à Gaza, c'est digne du comportement d'un État lorsque l'ONU est respectée? Pourquoi l'ONU ne peut pas parler à Gaza? C'est parce que l'ONU ne résiste pas devant l'Israël. L'État même qui est l'Israël, l'Israël est comme l'ONU aujourd'hui. Qui peut menacer l'Israël? Personne. Alors que l'ONU devrait arrêter le voyou qui est sur la tête de l'État israélien, Netanyahou. Est-ce que le comportement que Netanyahou fait aujourd'hui est un comportement qui est respecté, qui peut être toléré par une organisation qui a 80 ans d'existence? C'est impossible. Regardez comment le Sahel est en train de blesser. Et je vous rappelle qu'au moment de la création de l'ONU, le Burkina Faso était supprimé. Nous, on subissait la loi de la suppression. Il a fallu qu'on se bat en 1947 pour revenir. Mais l'État qui est assis là-bas, la France avait le droit de veto. Mais malgré ça, en 1932, la France nous a supprimés. Et en 1945, l'ONU est née. 1945, 1946, 1947. Il a fallu que nous, on se bat pour revenir en 1947, le 4 septembre. Et donc, vous voyez, voilà pourquoi c'est cet même effort qu'il faut utiliser au niveau de l'AES pour aller conquérir c'est-à-dire le vrai droit de veto. Quand on vient là, l'AES demande le droit de veto. On ne pose pas question à quelqu'un. Soit vous nous donnez, on quitte
l'organisation. Et c'est sur la base de ça que nous, on va parler. Deuxième chose, quand vous regardez les 3 discours des 3 premiers ministres au niveau de l'ONU, vous remarquez quelque chose de logique et de cohérent qui sort. Le premier ministre malien a indexé directement l'Algérie. Le Burkina Faso et le Niger a indexé directement la France. Et il y a quelque chose qui sort dans le discours du premier ministre nigérien. Le premier ministre nigérien nous dit que la plupart des chefs terroristes ne viennent pas du Sahel. Dans son discours. Ça veut dire quoi? Mais ce sont des mercenaires. Tout à fait. Mais c'est des mercenaires qu'on a pris mettre à la tête des organisations comme le GENIM, l'État islamique au Grand Sahara, qui est là, qui brûle le Sahel, et on a l'impression comme si c'était des Sahéliens qui se sont levés contre eux-mêmes, leur propre pays. Alors que c'est des étrangers. Mais étant donné qu'on sait que ce sont des étrangers, et derrière ces gars qui sont à la tête des organisations terroristes, il y a l'État français qui sort. Il y a l'Algérie qui sort. Et les autres pays impérialistes. Donc, à partir de ce moment, on sait la nature de la guerre. D'accord. Donc, c'est une guerre de recolonisation. Le terrorisme, c'est fini. C'est une guerre de recolonisation. Et on ne peut pas combattre cette guerre de recolonisation qu'aller dénoncer à l'ONU tous ceux qui sont derrière. Et c'est de bonnes guerres. Il faut rappeler, la répétition est pédagogique. Il faut dire à l'ONU que la France est un État terroriste. C'est confirmé. Les élèves de CE1 au Burkina, au Mali et au Niger connaissent ça. On n'a plus besoin de faire des gymnastiques d'argumentation. C'est clair. La France finance, renseigne, forme et alimente les terroristes. Les 4 verbes ont été cités par le Premier ministre nigérien. Et le Premier ministre nigérien précise que le comportement même de la France, avant même le terrorisme actuel, ils ont fait des génocides par derrière. Le charnier, 7000 personnes sont mortes. La France a ramassé les fœtus des enfants, remettre aux oiseaux, inventer des femmes enceintes. Mais vous pensez qu'un État comme ça, avec ce comportement, peut aller s'asseoir à l'ONU parler de paix? C'est pas possible. Et est-ce que nous, on peut s'asseoir avec un tel pays à l'intérieur de l'ONU qui a droit de veto pour parler de paix dans le monde? Nous, il faut d'abord conscientiser ce pays-là. Il faut limiter, c'est-à-dire son processus d'humanisation n'est pas encore arrivé. Il faut qu'on se mette ensemble pour civiliser la France. Toute la classe politique française, il faut les civiliser. Mais ça, c'est de la sauvagerie. Mais c'est le même peuple qui se balade et qui dit qu'ils ont le mandat de civiliser les autres peuples, hein, que Dieu les a parlé. Mais vous voyez les comportements. Comment tu es civilisé et que tu inventes des femmes enceintes. C'est la base de quoi? Donc, vous voyez, c'est difficile de réformer l'ONU. Pour que l'ONU se réforme, à une seule condition. L'AES a droit de veto. Et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous aussi, on va parler de ça. Et avant qu'on arrive à ça, il faut que nous, on travaille. Et c'est là que je rejoins mon papa. Pour dire que la bataille actuelle, c'est notre organisation interne. Tout à fait. Mobilisation des masses populaires autour des grands enjeux. Et ensuite, maîtrise de la technologie et de la science. De sorte à ce que nous puissions dresser les grandes questions qui sont là. Aujourd'hui, là, quand vous partez à l'ONU, mais quand on dépose les grands sujets, sur quoi nous, on va discuter? Mais il faut qu'on vienne avec quelque chose de solide. Pour dire, nous aussi, on participe à la civilisation du monde. Et l'histoire de l'Afrique nous donne des preuves très claires. Nous avons civilisé l'humanité depuis des millénaires. Nous avons été la base de la création des États, des grands empires et des royaumes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on ne peut pas le faire. Et je crois qu'avec l'avènement de l'AES, nous avons toute la possibilité de reconstruire cette grande puissance africaine et aller maintenant aider les Chinois et les Russes à discipliner l'ONU et à lui donner un contenu humain. Absolument. Merci Bonhomme pour cette analyse. Monsieur Ndadamega, le Mali a dénoncé l'implication donc de l'Algérie dans la gestion et la vie donc des groupes terroristes. Comment vous avez trouvé un peu cette sortie du Mali qui, au-delà donc de cette dénonciation, a suscité vraiment le courroux de l'Algérie? Non, ce qui a suscité le courroux de l'Algérie, c'est la cohérence de l'État malien, c'est la pertinence de l'argumentation et c'est l'approche juridique. Alors, face effectivement à ces 3 éléments, ils ne peuvent qu'être effectivement frustrés et ils ne peuvent que l'exprimer de façon violente.
Parce que vous savez, quand on n'a pas effectivement d'argument, quand on ne peut pas user effectivement la force de l'argument, on utilise effectivement l'argument de la force. Et c'est la réaction, c'est comme ça qu'il faut comprendre effectivement la réaction de l'Algérie. Parce que dans un premier temps, ils ont pensé pouvoir négliger, étouffer même, lorsque là, le Mali a déposé sa plainte régulièrement. Ils ont fait d'abord un premier bruit pour dire non, ça ne va même pas être reçu, etc. Ça a été reçu. Et par la suite, quand ça a été reçu, vous savez que la Russie est entrée en jeu pour rappeler au Conseil de sécurité et à l'Organisation des Nations Unies de façon générale de considérer la plainte qui avait été déposée, l'invitation qui avait été faite par le Mali, de considérer, leur donner l'opportunité d'expliquer et de donner les preuves de l'implication de la France dans l'alimentation des foyers terroristes dans le Sahel. Alors, ceci venait s'ajouter à cela pour donner de la force diplomatique à l'argumentaire. Et c'est ce qui a créé effectivement la frustration de l'Algérie. Mais c'est cette frustration qui doit encore montrer aux États du Sahel qu'il faut qu'ils continuent avec les partenariats dans la technologie qu'ils ont aujourd'hui pour pouvoir rassembler des éléments de preuve et des éléments d'arguments non réfutables face à ce qu'on est en train de dire en ce moment. Parce que c'est devenu de plus en plus clair. Vous voyez que lorsque l'Ukraine a été acculée, son ambassadeur a été obligé d'avouer qu'effectivement, ils armaient les terroristes et ils les formaient. Quelle a été la réaction? La réaction, effectivement, je vais dire la réaction de l'Ukraine, mais c'est la réaction de ceux qui utilisent effectivement la voix de l'Ukraine. C'est l'OTAN. Ils ont vite conseillé le retrait de l'ambassadeur. Mais en le retrait de l'ambassadeur, vous avez dû observer que c'est juste un masque. C'est juste un faux fuyant parce que ça continue effectivement de s'opérer. Donc, en résumé, il faut saluer le Mali pour son approche très scientifique, pour son approche effectivement judiciaire et pour son approche effectivement de collecte par la technologie de tous les arguments de leurs propos. Parce que c'est dans ce monde que nous avançons aujourd'hui. Il faut prendre les gens, il faut prendre les États, surtout ces États qui ont des comportements voyous avec des éléments de preuve. Mais comme l'ont dit à la fois le camarade Aluna et Comchebré, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change grand-chose. Non. Parce qu'ils se fichent éperdument d'être démasqués. Mais il faut dissocier la chose qui est les rapports des États et les rapports des peuples. Il faut, et c'est là que je vois la petite utilité de l'Organisation des Nations Unies, c'est qu'elle dresse effectivement un podium qui permet d'informer les peuples sur ce qui se passe réellement. Parce que c'est les peuples qui font la force effectivement des... Regardez, et si je dis ça, je vais vous inviter à considérer le soulèvement en France. Le soulèvement en France, regardez ce que les peuples font. Les peuples viennent en Afrique, au Burkina Faso, viennent chercher un leader qui a été assassiné avec la complicité de la France pour dire, nous vous invitons à suivre la bravoure du président Thomas Sankara qui disait qu'on ne peut pas effectivement prendre effectivement l'essentiel pour donner du champagne à une minorité pendant que la majorité n'a pas de l'eau à boire. C'est dire que les peuples ont les mêmes soucis. Les peuples ont les mêmes ambitions. Ils se sont trouvés simplement dupés dans des procédures de dol qu'on a appelées démocratie, qu'on appelait liberté, pour permettre une alliance entre des aristocrates d'hier, entre des élites financières, d'institutions financières, pour les presser. Parce que ce qui se passe en France, c'est la démocratie et la fameuse liberté a été utilisée pour défendre les intérêts de Rothschild depuis les États-Unis jusqu'en France. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Monsieur Traoré, en d'autres termes, l'ONU se cherche. Bon,
l'ONU a toujours été ce qu'elle est, minée par ses propres intérêts, l'intérêt des détenteurs du droit de veto, qui font la pluie et le beau temps, qui ont miné la structure. Donc, comme les camarades l'ont dit, l'ONU sert une tribune où les gens vont exprimer le mal. Bon, qui peut traiter le malade? L'ONU est malade. Bon, donc, naturellement, nous rentrons dans une nouvelle ère. Espérons à l'arrivée des BRICS. Le nouvel ordre international sera redéfini avec de nouvelles règles. La répartition, parce que il faut la course vers l'armement. Vous avez vu tous les États courent à l'acquisition de cette bombe atomique. Plus vous avez la bombe atomique, plus à travers la terre les gens vous respectent. Donc c'est la course aux armements. Et il faut que les États de l'AES le comprennent, investir dans le peuple, libérer le génie créateur du peuple pour s'assumer véritablement. Absolument. Et maintenant, lutter avec force contre les groupes terroristes, parce que les États de l'AES connaissent le mal dont ils souffrent. Qui est le terroriste au Sahel? Il a été nommé, c'est l'ancienne puissance coloniale qui nous fait la guerre par procuration. Sinon, le narratif qui avait été servi au début des attaques terroristes, comme leader terroriste, les qualifications, le fait d'avoir détruit l'État de Libye, on se retrouve la menace dans le Sahel. Tout ça, c'était du pipeau. La vraie raison, c'est la recolonisation du Sahel. Pourquoi recoloniser le Sahel? Du fait des richesses du Sahel. Et je pense que les trois premiers ministres l'ont expliqué de façon pédagogique. Ce qu'est l'AES, nous connaissons notre ennemi, on nous fait la guerre par procuration, les supplétifs de l'ancienne puissance coloniale, elle nous fait la guerre et elle ne perd aucun citoyen. C'est les mercenaires, le recrutement au niveau planétaire de tous les mercenaires pour venir combattre avec l'AES. Et nous les attendons de fermeté de pied en affirmant à la face du monde le manège, le roi est mieux. Nous avons découvert les preuves à l'appui. Maintenant, le Mali pose plainte aux Nations Unies. Nous avons attrapé notre terroriste. C'est la France. Nous avons des preuves. Pour une fois, l'ONU n'écoute pas la voix de la vérité. L'ONU est dans d'autres calculs. Miné, parce qu'un membre du Conseil possédant le veto est pris en flagrant délit de terrorisme. On ne veut pas de preuves. Donc, encore une fois, l'ONU doit pouvoir faire son autocritique, reconnaître ses faiblesses, se remobiliser. Est-ce qu'elle en a les capacités? Grande question. Est-ce qu'elle va avoir l'humilité de se reformer? Mais de toutes les façons, la nature a horreur du vide, puisque les BRICS sont en train de taper à la porte du monde pour exprimer les nouvelles pistes. Pendant que les États-Unis s'embrigadent avec les tarifs douaniers, les autres sont en train de tisser des ponts. Donc les perspectives sont bonnes, l'avenir augure de bien avec les BRICS, et je pense que l'organisation en AES pour aller aux BRICS est la mieux indiquée, et ça permettra de réformer avec la manière la plus forte l'ONU. Oui, tout à fait. En apportant du sang nouveau. Monsieur Comtobré, c'est vrai, quand on regarde le monde qui se redessine avec de grands enjeux, c'est un impératif quand même de réformer, de revoir ou carrément de supprimer l'ONU et puis de mettre en place une organisation qui tient la route. Voilà, ça sera réalisé lorsque les rapports de force vont s'incliner d'un camp à un autre. Vous voyez, la SDN est tombée pour donner naissance à l'ONU, ça sera pareil. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la méthodologie avec laquelle nos différents premiers ministres ont décliné clairement la vision de l'AES et aussi la manière dont on s'adresse à l'ennemi. On lui dit clairement avec méthodologie scientifiquement bien élaborée, voilà là où c'est. Vous voyez, c'est capital parce que hier, on faisait croire comme si l'homme noir, c'est un condensé d'individus qui est là, c'est la musique, la danse, son cerveau ne peut rien faire. Mais là, c'est scientifique. On finit de parler,
il ne veut même pas qu'on parle de son nom à l'ONU parce qu'il sait que là où les éléments sont là, c'est fraglant. Et ça, c'est capital. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'élan clairement défini du multilatéralisme que les trois premiers ministres ont pris. À partir de l'ONU, voilà notre route. Nous sommes pour un monde multipolaire. C'est fini. Et là, c'est clairement, les dés sont jetés. Voilà, on ne peut plus dire que les peuples africains n'ont pas de route, ils sont là, ils tournent. Non, nous sommes pour un monde multilatéral. Et quand c'est comme ça, on aura nos positions. Et nous avons la latitude pour nous de choisir nos partenaires. Et en choisissant nos partenaires, les trois premiers ministres ont justifié par quel mécanisme ils ont pu faire des avancées considérables sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, avec toutes les démonstrations qui ont été faites. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? C'est dire que la réforme de l'ONU viendra pas au niveau des forces multilatérales pour revenir maintenant réorganiser, je ne sais pas si on va l'appeler l'ONU ou pas, de toutes les façons, que ce soit l'ONU ou pas, c'est le contenu qui importe. Et là, on donnera un visage très humain à l'ONU parce que les différents acteurs qui viennent, ce sont des acteurs qui ont une vieille civilisation du respect de l'homme, hein, des droits humains, hein, de la population, de la famille, hein, du regard de la respectabilité qu'on a des États et des uns des autres. Donc, à partir de là, ce n'est plus l'ONU à visage où quelques groupuscules se lèvent, aller bombarder les pays. Voilà, on s'en fout des lois de l'ONU, on brûle l'Irak, on vient, on met le feu en Libye, on brûle le Sahel, personne ne parle, on ne sanctionne personne, mais on dit qu'il faut qu'on parle de paix. On ne pourra plus parler de paix. Pour qu'on parle de paix, il faut que le monde multilatéral commence à bien se structurer, et pour que l'AES puisse avoir un poids, il faut qu'au niveau de l'AES, on puisse définir vraiment nos zones d'attaque, de sorte que nous puissions bien solidifier ça et que quand on sera dans le monde multipolaire, nous aussi, à partir de cet ensemble-là, qu'est-ce que nous prenons? Parce qu'il ne suffit pas d'aller dans le monde multipolaire, non. Tu peux aller et puis le monde multipolaire t'avale. Donc, il faut aller avec un cerveau solide où, dans la civilisation de l'universel, chacun donne pour lui. Voilà, l'AES dit, bon, nous, voici. Mais pour dire voici, il faut connaître ce soir. Donc, on rejoint Naji Boni en disant que pour civiliser le monde, il faut qu'on se connaisse. Donc, dans ce connaître-là, voilà, l'AES doit exprimer sa marque, donner un contenu nouveau aux citoyens du Sahel et même du monde noir de façon générale. Parce que quand vous prenez l'AES, tout le monde compte sur l'AES. L'AES, hein, la CEDEAO ne vaut rien, l'UOMO va tomber, la CEDEAO va tomber, l'Union africaine, c'est le chaos. C'est l'AES qui est la survie du monde noir aujourd'hui. Et quand vous voyez la plupart de la diaspora, tout le monde ne rêve que de l'AES et qu'on prie Dieu pour que nos chefs d'État tiennent, c'est le fait qu'on a notre avenir à ça. Et une fois que l'AES arrive à bien se structurer, vous allez voir que l'ONU de demain sera une ONU qui sera capable de régler ne serait-ce que les petits conflits qui existent au niveau du Soudan. Absolument. Je pense qu'en tout cas, c'est un sujet qui tient à cœur tous les Africains épris de paix et de justice. Il faut donc revoir bien sûr le format de l'ONU pour qu'elle puisse vraiment jouer pleinement son rôle, car le monde a changé, les enjeux sont énormes. On ne peut plus continuer donc à entretenir une organisation à l'image de l'ONU donc telle définie à travers donc les accords de 1945. Je pense que quelque part le monde a besoin d'une autre organisation beaucoup plus rigoureuse et qui tienne compte des aspirations légitimes des populations. Deuxième sujet, le dimanche dernier, il y a eu donc le grand oral du président du Faso. Le chef de l'État était face à la presse nationale et internationale. Monsieur Nadambega, sur le volet diplomatique, quels sont les aspects qui ont retenu votre attention? Non, avant d'abord d'aller sur le volet diplomatique, qui n'est qu'un secteur, il faut saluer d'abord le courage du chef de l'État, du président du Faso, d'aller à cet exercice de redevabilité. Et il va à cet exercice de redevabilité, il rencontre 10 journalistes. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Et pour ceux qui rentrent dans la délation, il faut peut-être leur donner un élément de coulisses qui est que le chef de l'État n'a pas voulu du tout des questions préparées. Quand les journalistes ont tenté de s'inquiéter auprès effectivement
chargé de communication pour dire, on a peur effectivement de dire ceci pour nous retrouver effectivement, éventuellement au front. Il a dit, même si vous voulez poser des questions que certains opposants posent, détracteurs posent sur les réseaux sociaux, je répondrai. Donc, il faut saluer ce courage. Il faut saluer cette démarche qui est dénuée de langue de bois, qui est dénuée de toute hypocrisie dans les réponses et dans l'organisation. Il faut ensuite remarquer que c'est toujours son éternelle tenue de militaire, l'éternelle tenue que l'on connaît, qu'il est apparu. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a une grande simplicité de l'homme. Maintenant, venons-en globalement à toute l'intervention. Partons d'abord du témoignage, parce que il y a 2 témoignages qu'il a fait qui vont illustrer ce que je vais relever sur le plan diplomatique de l'orientation et de la sincérité de la portée de l'orientation. Un, il dit qu'à sa prise de pouvoir, les impérialistes l'ont approché, et vous savez que c'était lesquels, pour lui proposer d'accepter qu'on le soutienne, mais que l'on soutienne aussi les terroristes. Ça montre le visage réel de l'impérialiste, ça montre effectivement sa duperie, et ça montre ses objectifs. Il se fiche que les terroristes continuent effectivement de sévir, et soutenir le chef de l'État, c'est faire de lui un membre d'eux qui maintient l'ordre qu'ils établissent pour permettre l'exploitation continue. Deuxièmement, en termes de témoignage, il dit, sans qu'il ait été saisi par les autorités au sommet du Bénin, il y a eu des organisations, des velléités d'organisation pour attaquer l'armée béninoise, et dès que, au niveau simplement militaire, les gens ont pris langue, il a autorisé qu'il y ait un appui, et cet appui a permis de déjouer une attaque contre le Bénin. Alors, ceci illustre très bien son approche à la diplomatie. Son approche à la diplomatie, c'est d'abord, et c'est ce qui a donné naissance effectivement aux premières alliances très stratégiques qui ont accouché la Confédération par la suite. C'était une alliance militaire de mutualisation avec le Niger, de mutualisation avec le Mali, des ressources militaires, et puis de lever certains goulots d'étranglement juridiques qui empêchaient aux forces militaires burkinabè de pourchasser à l'intérieur du Mali ou du Niger des terroristes qui allaient se réfugier, et inversement. Donc, même avec ce que l'on soupçonne du Bénin, ce que l'on soupçonne effectivement aux frontières avec la Côte d'Ivoire, il est toujours ouvert à ce qu'il y ait effectivement une organisation entre les forces militaires, entre les 2 pays, entre les pays concernés, pour pouvoir combattre le terrorisme. Ensuite, il y a une question qui a été posée sur les échanges que certains pays membres de l'AES font sans consulter effectivement les autres. Mais il a été très pragmatique, honnête et sincère. Et c'est sa vision encore de la diplomatie. Une vision liée effectivement à l'étape d'évolution de notre confédération. Parce qu'il a précisé, ce n'est pas encore une fédération, c'est une confédération. Et qui dit confédération, dit cession de domaines de compétences pour effectivement créer plus de synergie pour les résultats qui sont visés par chacun des pays. Et il a précisé et rappelé que c'était la défense, c'était la diplomatie et c'est le développement. Et on vient d'en parler, le discours de nos 3 pays à l'Organisation des Nations Unies à son 80e anniversaire, c'était effectivement sur ces domaines, vous voyez qu'il y a la plus grande conséquence, la plus grande cohérence. Ensuite,
en rapport avec des voisins, comme par exemple la Côte d'Ivoire, qu'il a nommé, bien sûr, je pense que l'on donne beaucoup de poids pas à la Côte d'Ivoire, mais à certaines autorités ivoiriennes en tenant effectivement certains propos. Mais vous connaissez son style. C'est le style d'être direct, de ne pas voiler quelque chose, de ne pas parler d'une langue de bois. Mais là, il a précisé et soutenu et rappelé encore, il n'y a aucun problème avec l'État ivoirien. Mais il a assumé, il a dit, il a encore fait un témoignage. Tout à fait au début, le courant passait avec les autorités au haut lieu ivoiriennes. Mais lorsque ils n'ont pas voulu accepter l'autodétermination de l'État burkinabé, son choix d'aller effectivement vers une démocratie, d'aller vers la rupture avec un partenaire, même s'il était un partenaire ancien, même s'il était commun, ben la divergence est arrivée là. Et aujourd'hui, il l'assume. Et lorsqu'on a posé le problème de Gaza, de la Palestine, il a reconnu que c'était vraiment dommage. Mais il l'a utilisé pour illustrer le fait que les puissances ne regardent effectivement que leurs intérêts. Ouais. Les accords et les questions de droit ne viennent qu'en second et ils ne les utilisent que quand ça les sert. Quand ça ne les sert pas, ils s'en contrefichent. Donc il a invité les peuples à faire comme ce que disait tantôt le camarade Alouna. Concentrons-nous sur nos problèmes. Travaillons effectivement à trouver une synergie, une stratégie qui permette que nous exploitons nos ressources pour nous-mêmes d'abord dans le Sahel. Tout à fait. Que nous transformons effectivement nos ressources dans nos Sahel et arrêter effectivement de faire des exportations de matières premières brutes. Parce que ça ne fait qu'effectivement des fuites de devises. D'accord. Et il est revenu sur la nécessité de continuer à former notre intelligentsia dans les domaines de la recherche, dans les domaines de la technologie, dans les domaines de la science. Et il a indiqué que nous avons déjà, dans des pays, avec des pays partenaires, des jeunes en formation pour venir nous aider effectivement dans ces secteurs-là, qui sont les secteurs de l'avenir, les secteurs de la technologie, les secteurs de la science, tels que le nucléaire, tels que les mines, etc. D'accord. Monsieur Traoré, bien sûr, le président du Faso est resté constant, toujours direct, avec un franc-parler sans précédent. Avec le camarade président, ce n'est pas la langue de bois. Tout à fait. Et il a parlé peuple, il a parlé le langage du peuple, la clarté, la transparence. En fait, le camarade président a expliqué l'exercice du pouvoir en révolution. La vérité des faits. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que nous faisons dans tous les domaines d'activité. D'un point de vue économique, d'un point de vue de la diplomatie, il n'est pas dans l'hypocrisie, il est dans la sincérité des faits. Le camarade président a expliqué, face à ces journalistes-là, beaucoup de journalistes, son quotidien. Comment se mènent les affaires et comment l'AES fonctionne, les harmonies, quelles sont nos grandes ambitions. Pourquoi nous faisons la révolution? Nous faisons la révolution parce que nous ne sommes plus dans les hypocrisies. Que le peuple se mette au service du peuple. Ceux qui exploitent le peuple ont été dénoncés. La page qu'il a ouverte, des questions lui ont été posées. Quel est l'avenir du privé dans l'économie nationale? Il a expliqué comme un écolier. Voilà ce que nous avons voulu faire de notre économie nationale. Ceux qui ont de l'argent, voilà, il faut investir dans l'agriculture pour qu'on puisse révolutionner l'agriculture. L'appel sincère, notre capital, la bourgeoisie nationale n'a pas répondu. Elle n'a pas compris les enjeux. Donc ça veut dire que le chef de l'État a une vision plus avancée. Tout à fait. Il faut quitter l'import-export. Il faut que le Burkina travaille pour le Burkinabé, que les intérêts, la recherche des devises
l'État s'est approprié certaines exploitations minières, participé aux capitaux de certaines grandes entreprises, la nationalisation de nos richesses. Comme le camarade Nadambega l'a dit, il faut libérer le génie créateur. C'est sur le génie humain qu'il faut compter. On a envoyé tout le peuple en formation. Ça veut dire que les perspectives sont bonnes. Demain, ce sont les intelligences du Burkina qui seront mises au service des richesses du Burkina. Quant à la guerre également, le camarade président a expliqué le déroulé de la guerre, comment il s'organise pour la guerre, comment le peuple se mobilise, comment l'état des troupes, le moral des troupes, de la formation extérieure par l'expertise des autres. Le Burkina est en train, et les États du Sahel sont en train d'acquérir une expérience propre. Nos troupes sont entraînées par les cadres des États de l'AES. La meilleure connaissance du terrain. Mieux, il y a des puissances qui sont en train de taper à la porte pour s'enrichir. Le secret, bientôt, le label AES, la lutte contre le terrorisme. Nous avons la médication, le chef de l'État vient dire à l'occasion. Nos troupes ont le moral, ils se battent, ils ont acquis la science. Ils peuvent traiter le terrorisme sur tous ces aspects. Donc, le discours était honnête, sincère comme toujours, et l'avenir est de mise. C'est ce genre de langage de propriété. C'était un rendez-vous avec le peuple. Tous les journalistes ont été saisis par la sincérité, la simplicité et la clarté du discours. Absolument. Il a décrit ce qu'il faisait. Voilà. C'est ça, ce sont ces facteurs-là qui mobilisent. Vous avez aimé, ne pas aimer le camarade président, il est honnête. Tout à fait. Il est sincère. Il dit la vérité. Et c'est ça, le peuple veut entendre. Il n'est pas dans l'hypocrisie diplomatique. Quand ça va, il dit ça va. Entre les peuples, il n'y a pas de problème. C'est entre le peuple et les dirigeants. Il dit, il ne faut pas partiser avec le terrorisme. Il donne l'exemple du Burkina, qui hier, partisé avec le terrorisme, servait de plaque tournante du terrorisme. Depuis que le terrorisme n'a plus intérêt avec les nouvelles autorités, le terrorisme s'est invité au Burkina, en citant l'exemple de la Côte d'Ivoire, éviter de pactiser avec le terrorisme. Le jour où ça n'ira pas, le terrorisme n'a pas d'amis. Il faut le combattre comme tel. Et il explique, les trois États ont une grande capacité militaire de mobilisation. Vous n'allez pas dire que la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée, c'est parce qu'elle est militairement en avance. Donc, très simplement, le camarade président a expliqué au quotidien, aux journaliers, ce qu'est l'exercice transparent du pouvoir. En révolution, comment on gère la République. Absolument. Et il a été très honnête et très clair. Et ça, les peuples l'ont apprécié. Absolument. Il a fait le buzz. Ouais. Monsieur Komtoubri, réaction sur en tout cas cette sortie du chef de l'État, bien sûr à travers ce grand oral. En tout cas, à travers ce grand oral, on a vu un chef d'État très concentré, voilà, qui, après les 90 minutes, qui est resté lui-même, toujours logique dans sa façon de faire et de dire. Et là où le papa a chuté, je vais prendre. Est-ce que vous savez que le président du Faso aime tellement le peuple africain, surtout le peuple ivoirien. Son amour démesuré pour le peuple ivoirien, et à chaque fois, il insiste. Nous avons commis les erreurs en pactisant avec les gars. Et ça fait que ça fait 12 ans ou 15 ans qu'on est là-dedans. Ne commettez pas les mêmes erreurs. Parce que si les autorités ivoiriennes pactisent avec les terroristes, le jour où le régime va changer et qu'il n'y a pas un lien, les gars ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, ils vont mettre le feu. Et ça ne sera pas pour le bonheur du peuple ivoirien. Parce qu'ils viennent d'une crise de 1999 jusqu'à 2010. On ne peut plus encore retomber sur une crise qui va encore prendre du temps. Ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est quand tu aimes un peuple que tu dis ça. Il pouvait se taire et puis les laisser. Mais c'est son amour pour l'envie de voir l'Afrique s'émanciper. Ça, c'est un premier élément qu'il a mentionné qui est très capital. Le deuxième élément, c'est sa vision de l'économie. Vous voyez, le président du Faso a insisté sur le fait que ils ont envoyé des Burkinabés pour aller se perfectionner dans la technologie, la science, parce que nous avons des ambitions au niveau de l'énergie.
En culture, la langue est un catalyseur. Quand vous arrachez la langue dans la culture d'un peuple, le peuple tombe. C'est ce même rôle que l'énergie joue en économie. Vous piétinez l'énergie, il n'y a plus d'économie pour un pays. Et quand il parle de centrales nucléaires, c'est l'enjeu fondamental. C'est parce qu'à partir des centrales nucléaires, on va maîtriser l'énergie. Et en maîtrisant l'énergie, nous allons pouvoir alimenter les différentes grandes industries que nous allons positionner. Donc, énergie nucléaire en exercice, les différents secteurs d'activité au niveau des entreprises qui est en construction. Donc, on projette le peuple. Et là où il est en avance, c'est parce qu'il dit, mais au niveau des secteurs agricoles, comment se fait-il qu'on veut lancer des grands projets alors que nos capitaux, ceux qui détiennent le capital, ils sont assis. La vision, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas marcher sur l'import-export parce que l'enjeu même du monde, c'est ici. L'AES, à l'instant T, a près de 70 millions d'habitants. Mais vous ne pouvez pas avoir une masse de population comme ça, majoritairement jeune. C'est-à-dire, la jeunesse consomme plus que les vieux. En Europe, ils sont trop vieillissants. Donc, ça veut dire que la consommation diminue, les vieux consomment moins. Mais nous sommes dans une zone où les gens consomment beaucoup. Mais comment on fait ce marché? Alors que les autres courent pour accaparer ce marché. Les Turcs, les Chinois, tous les autres peuples, ils savent que le marché africain est un marché porteur pour l'avenir. 2050, nous serons 2,5 milliards d'habitants. Qui prend le marché? Mais vous voyez, et c'est dans ces projections-là, on dit, il faut que vous vous organisez pour qu'on parte. Mais on ne peut pas partir sans des grandes industries. Absolument. Mettez-vous ensemble. Il dit, mais vous les capitaux là, il faut vous mettre ensemble pour construire des grandes entreprises parce que l'avenir que vous voyez là, soit vous occupez le marché, soit les gens vont venir occuper le marché. Et si les gens viennent occuper le marché, nous allons faire ce qu'on appelle transfert de capitaux, puisque vous allez consommer des produits extérieurs. Même si on crée la monnaie, les gens vont prendre notre monnaie et consommer des produits qui ne viennent pas de nous. Donc on transfère l'argent dehors. Et ça ne va pas être un effet efficace pour nous. Donc c'est quelque chose qui est très pointu. Et c'est tous les autres pays le font. Les Juifs le font, les Russes, tous, les Américains, tout le monde le fait. Et aujourd'hui, nous qui sommes embryonnaires, mais il faut que l'État ne peut pas, parce que nous sommes en guerre, il ne peut pas mettre partout. Mais en attendant que l'État lui-même vienne, il faut que les capitaux s'organisent. Et il a même souligné le fait qu'il y a un qui a compris qu'en mettant l'argent dans les mines, il s'est porté. Et lui-même, il est venu dire qu'en tout cas, que lui ne savait pas qu'il y avait l'argent. Mais vous voyez, non? Ça veut dire que les gens sont assis avec l'argent. Si j'allais faire les arts, ils sont forts dedans. Alors qu'en réalité, il faut mettre l'argent. Mettez l'argent dans la construction des entreprises pour qu'on puisse embaucher. On lutte contre le terrorisme, ainsi de suite. Et on fait de telle sorte que nous puissions aussi faire en sorte que la plupart des secteurs d'activité, que les gens ne viennent pas accaparer. Parce on a une masse de jeunes qui consomment et il faut récupérer le marché de consommation. Plus on récupère le marché de consommation, la consommation induit dans la production. Plus on produit. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose qui sera très bien pour nous. Et au niveau même de la guerre, vous voyez, le génie du président, c'est incroyable. Mais il sait très bien que vous ne pouvez pas parler dans le monde si vous n'êtes pas militairement assis. Et il dit qu'au niveau de l'AES, on a commencé à mettre en place les différents éléments. Et l'élément qu'il ajoute dans ça, c'est quoi? Les militaires burkinabés font la guerre et en même temps forment les militaires burkinabés. Est-ce que vous comprenez la partie? Ça veut dire quoi? Malgré qu'on est dans la guerre, on forme des militaires dans ça. Et dans ça, on a fait sortir combien de billets? 30. C'est extraordinaire. Il y a des pays, ils sont à 3. Par exemple, le Cameroun a 3 billes. Mais aujourd'hui, à cause de la guerre, on a pu rapidement former plus de 30 billes, mobiliser pour pouvoir régler. Mais ça, c'est quelque chose qui est bien. Et ça, les rapports de force vont changer. Et c'est ça, vous voyez sur le terrain que ça a commencé à changer en attendant que nous voyons apparaître l'albinos noir. Merci beaucoup donc pour cette analyse. Merci donc, nous sommes pris par le temps. Et donc, bon, en 5 secondes, parce que la régie me fait déjà signe. En fait, nous avons beaucoup parlé de la diplomatie externe. Il faut que nous parlions de la diplomatie interne. La diplomatie interne, c'est le dialogue qu'il a mené avec effectivement les opérateurs économiques, mais avec un contenu idéologique très fort. Il a précisé, en fait, ce n'est pas que nous sommes pour le moment dans un capitalisme d'État, oui, mais nous sommes obligés effectivement de réguler. Et c'est clair qu'il y a des gens qui vont sortir dire, oui, l'État est en train de faire ce que les opérateurs économiques devaient faire. Mais
les opérateurs économiques, les accompagner, les appuyer, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas une fin pour un État. Ce n'est qu'un moyen pour permettre une distribution qui permette à chacun d'avoir une bonne santé, d'avoir de quoi se nourrir. S'ils sont défaillants, s'ils ne sont pas efficaces, alors un État responsable prend ses responsabilités. Et Singapour est là pour le montrer. Il a dialogué encore avec les politiques. Il a dit, il faut que nous fassions la part des choses entre les institutions politiques, c'est-à-dire les partis politiques, qui étaient happés par effectivement des hommes corrompus, qui les prenaient effectivement comme des entreprises politiques, des militants qui sont des citoyens, la plupart du temps abusés et désabusés. Et il a montré qu'il y avait la main tendue à tous les citoyens, à tous les militants, que l'on appelait à différents postes de responsabilité, mais à qui on demandait de suivre désormais les intérêts du peuple. Sinon, effectivement, ils allaient. Il a même parlé aussi du dialogue avec les syndicats, pour montrer que le syndicat, s'il existe, il doit être un syndicat véritablement de lutte de classe, qui s'intéresse effectivement à résoudre les problèmes fondamentaux de toutes les masses, mais pas d'une petite minorité et de façon corporative. Il a parlé effectivement aussi aux jeunes. Et il dit, nous faisons plus confiance aujourd'hui, nous attendons plus des jeunes en les formant, en les conscientisant, que des adultes de qui on peut espérer moins. Il faut plutôt penser à sanctionner lorsqu'ils déconnent. Absolument. Oui, oui, oui. On reviendra sur ces différents aspects dans la prochaine émission, surtout avec la visite du général, le président du Niger, donc au Burkina Faso, qui a fait également un tour du côté du Mali. Cette émission, donc, vous l'avez sur YouTube, Facebook et TikTok. Portez-vous bien.